Le 1er septembre 1859, alors que le monde tourne encore lentement au rythme des balbutiements de l'ère industrielle, un astronome amateur britannique, Richard Carrington, observe une étrange tache sur la surface du Soleil depuis son observatoire. Soudain, une lumière éblouissante apparaît plus brillante que tout ce qu'il a jamais vu à travers son télescope. Il ne le sait pas encore, mais il vient de devenir le premier témoin d'un phénomène qui va changer le cours de l'histoire. Quelques heures plus tard, une tempête solaire colossale frappe la Terre. Les aurores boréales envahissent le ciel nocturne, illuminant les nuits jusqu'aux Caraïbes, projetant des lueurs vertes et rouges si brillantes que des travailleurs en Amérique du Nord se lèvent au beau milieu de la nuit, croyant que le soleil se lève à l'horizon. Les systèmes télégraphiques, l'une des plus grandes inventions de l'époque, prennent en feu spontanément. Les fils crépitent d'électricité et les opérateurs reçoivent des chocs violents. Certaines lignes continuent même de fonctionner après avoir été débranchées, simplement grâce à l'énergie de la tempête. Mais, en 1859, notre monde était très différent. Pas d'Internet, pas de réseaux électriques mondiaux, pas de satellites qui régissent notre quotidien. Nous étions à l'aube de l'âge de l'électricité. Aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, la situation est tout autre. Nos vies, nos économies, notre sécurité, tout dépend de raisons complexes et interconnectées infiniment plus vulnérables. Alors que les scientifiques nous préviennent que ce genre de tempête solaire est inévitable, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Et lorsque ça arrivera, est-ce que notre monde moderne pourra y survivre? Que se passerait-il si demain, une tempête solaire aussi puissante que celle de 1859 frappait notre planète? Pourrions-nous nous préparer à un tel événement? Ou sommes-nous sur le point de revivre une catastrophe d'une ampleur inimaginable? À l'époque, le lien entre le Soleil et les effets sur la Terre était encore un mystère. Les astronomes commençaient tout juste à assembler les pièces du casse-tête cosmique. Pour comprendre l'événement de 1859, aussi connu aujourd'hui sous le nom de événement de Carrington, il faut savoir que notre Soleil n'est pas la boule de feu tranquille que l'on imagine. C'est une étoile turbulente, une gigantesque centrale de gaz en ébullition, de champs magnétiques puissants et de plasma. Et parfois, elle s'emballe. L'atmosphère extérieure du Soleil, la couronne, est structurée par des champs magnétiques puissants qui peuvent parfois se tordre et accumuler de l'énergie, un peu comme un ressort en tension. Et lorsqu'il se réaligne brusquement, cette énergie est relâchée sous forme d'une éruption solaire ou d'éjection de masse coronale. Une éruption solaire est un flash de lumière intense, tandis qu'une CME projette des milliards de tonnes de plasma surchauffé dans l'espace à des vitesses vertigineuses. La plupart du temps, ces éruptions se perdent dans l'immensité de l'espace, mais quand elles visent la Terre, les choses deviennent intéressantes. Heureusement, notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent en absorbant et en déviant ces particules solaires, créant parfois des aurores magnifiques. Comme la météo terrestre, la météo solaire varie. En moyenne, notre solaire produit plusieurs petites éruptions chaque jour. Mais quelques fois par siècle, il déclenche des super tempêtes solaires qui frappent la Terre avec une puissance phénoménale. Les carottes glaciaires révèlent que la Terre a été frappée par des tempêtes solaires puissantes entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ. Parmi les événements notables, en 774, une tempête solaire extrême a provoqué la plus grande hausse jamais enregistrée de carbone 14. En 993, une autre tempête a laissé des traces dans les troncs d'arbres utilisés aujourd'hui par des archéologues pour dater le bois ancien. De même, les tempêtes de 1052 et 1279 ont causé des pics de carbone similaires. Les tempêtes solaires de 1582, 1730 et 1770 ont illuminé le soleil nocturne avec des aurores spectaculaires. Certains les redoutaient, pensant qu'ils annonçaient la fin du monde ou la colère des dieux. Mais en l'absence de dommages réels, ces tempêtes solaires étaient souvent considérées comme de simples curiosités célestes. Cependant, tout a changé lorsque l'électricité est devenue le cœur de notre civilisation. Ces phénomènes solaires, auparavant fascinants mais inoffensifs, sont alors devenus bien plus menaçants. Une tempête solaire peut induire des courants dans tout ce qui conduit l'électricité, l'atmosphère, l'océan et même certaines roches. Mais ce sont les fils électriques, hautement conducteurs, qui en sont la cible préférée. Et la civilisation moderne en est littéralement couverte, reliant des millions de kilomètres de câbles à travers le globe. C'est ici que l'histoire passe de la leçon de science au scénario d'un film catastrophe hollywoodien.
Une tempête solaire suffisamment puissante peut surcharger les réseaux, détruire les transformateurs et faire s'effondrer des systèmes entiers. En 1989, une tempête solaire a perturbé les signaux radio à travers la Russie. Au début, ils pensaient que les espions américains brouillaient leurs signaux, mais ont vite remarqué que les satellites ne répondaient plus. Plusieurs satellites sont partis à la dérive. La navette spatiale Discovery a souffert de dysfonctionnements de capteurs. La bourse de Toronto s'est effondrée. Et soudainement, des millions de personnes dans la province du Québec ont été plongées dans le noir total pendant 9 heures. En 2003, des millions de personnes aux États-Unis et au Canada ont été plongées dans l'obscurité pendant 12 heures. Cette dernière tempête n'était qu'une fraction de la force de l'événement de Carrington. Souvenez-vous de 2012? La Terre a échappé de justesse à la plus grande éjection de masse coronale du siècle. Elle nous a manqué de seulement 9 jours. C'était l'un des plus grands coups de chance de l'histoire récente de notre espèce. Si cette tempête solaire nous avait frappé, un quart de la population mondiale aurait été plongée dans l'obscurité pendant des semaines ou même des mois. Et nous serions encore en train de réparer les dégâts aujourd'hui. Les pertes économiques, rien qu'aux États-Unis, auraient atteint des milliers de milliards de dollars. Et cela en plein été. Imaginez maintenant les conséquences si cela s'était produit en hiver. Combien de milliers de personnes auraient péri dans le monde sans chauffage? 9 jours. C'est tout ce qui nous a séparés d'un bond technologique en arrière de 200 ans. Un bond qui aurait bouleversé nos vies à jamais. Alors, que se passerait-il si nous étions frappés par une grosse tempête solaire? Imaginez que tout commence par une journée normale. Il est 14 heures, un jour d'été. Le soleil brille intensément et vous êtes en train de faire vos courses habituelles. Tout semble normal, jusqu'à ce que vous remarquez que les lumières au-dessus de vous vacillent légèrement. Vous ne pensez pas grand-chose de ce petit désagrément jusqu'à ce qu'un employé du magasin annonce d'une voix tremblante que tous les systèmes de paiement viennent de tomber en panne. Les caisses s'arrêtent. Pas de carte, pas de paiement mobile, pas de crypto-monnaie et le liquide commence à manquer. Pendant ce temps, les écrans des tours de contrôle deviennent noirs. Les contrôleurs aériens essayent frénétiquement de rétablir le contact avec les avions en vol, mais les communications sont brouillées. Dans une base militaire, à des kilomètres de là, les systèmes de surveillance se déclenchent brusquement, signalant une activité anormale dans l'espace. Les opérateurs pensent d'abord à une attaque, mais ils se rendent vite compte que quelque chose de bien plus vaste est en jeu. Le Soleil vient de libérer une éruption solaire majeure. Les satellites en orbite basse commencent à dysfonctionner, coupant les GPS et interrompant les services Internet. En quelques minutes, l'atmosphère terrestre est bombardée par une vague de particules énergétiques. L'ionosphère accumule les radiations solaires, étirant le champ magnétique terrestre sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Lorsque le dernier plasma solaire traverse la Terre, son champ magnétique se rétablit soudainement comme un élastique. Snap! Et toute cette énergie accumulée dans l'ionosphère s'abat sur la surface d'un coup. À ce stade, les gouvernements sont conscients de ce qui se passe, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec les citoyens. Les tours téléphoniques sont saturés, les services d'urgence reçoivent des appels affolés de partout dans le pays, mais la communication devient difficile. Les signaux radio sont perturbés, rendant toute coordination quasi impossible. Puis tout à coup, plus aucun signal. Les centrales électriques autour du monde sont submergées. Les pannes se propagent dans chaque pays de la Terre, laissant des continents entiers dans l'obscurité. Les lignes électriques et les transformateurs sont en feu. Les câbles réseaux, qu'ils soient au-dessus du sol ou profondément sous l'océan, tombent tous en même temps. L'Internet s'éteint. Les transports en commun sont à l'arrêt. Les feux de circulation cessent de fonctionner, provoquant des accidents en chaîne aux intersections. Les métros s'immobilisent dans leurs tunnels, laissant des centaines de passagers piégés dans le noir, sans aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Les gens se précipitent vers les stations-service, paniqués, cherchant désespérément à remplir le réservoir avant qu'il ne soit trop tard. La tension monte d'un cran. À l'aube, la réalité de la situation commence à s'imposer. Partout, les pannes de courant persistent. Les générateurs d'urgence des hôpitaux peinent à maintenir les appareils vitaux en marche. Dans les grandes surfaces, les rayons de nourriture commencent à se vider. Les informations circulent sous forme de rumeurs, ajoutant la panique générale. Une semaine plus tard, la situation est devenue critique. Les grandes villes autrefois lumineuses et vivantes sont plongées dans le silence et l'obscurité. Les foules désorientées commencent à chercher de l'eau et de la nourriture. Les files d'attente pour l'essence s'étendent sur des kilomètres, mais il n'y a plus de carburant disponible.
Les centrales électriques ne parviennent toujours pas à redémarrer et les réparations s'annoncent longues et incertaines. Le manque d'électricité commence à paralyser l'ensemble du pays. Plus de chauffage, pas de climatisation, plus d'accès à l'eau potable. Les stations de pompage sont à l'arrêt. L'assainissement des eaux devient une préoccupation majeure, menaçant de transformer une crise énergétique en catastrophe sanitaire. Les gouvernements, déjà débordés, tentent de déclarer l'état d'urgence. Mais comment faire respecter la loi quand même les forces de l'ordre sont impuissantes? Des technologies de communication autrefois omniprésentes sont devenues inutiles. Les gens doivent s'organiser localement, tandis que les premières tensions éclatent pour le contrôle des ressources. Le système financier s'est effondré. La coordination est devenue impossible. Face à la situation, de nombreux gouvernements ont instauré la loi martiale, mais certains n'ont pas résisté sous le poids de la crise. Le chaos initial a fait place à une forme d'ordre précaire, mais les cicatrices sont profondes. Les services de santé luttent contre une hausse des maladies. Les banques sont toujours hors service et les experts prédisent que le retour à la normale pourrait prendre des années. Notre société est fragile, dépendante d'une technologie invisible et pourtant essentielle. Pour nous protéger des menaces solaires, nous avons développé des outils de surveillance sophistiqués, mais même ceux-ci ne nous donnent qu'un court répit face à un danger potentiel. En 2006, la NASA a lancé le vaisseau spatial Stéréo, capable de détecter presque instantanément une éjection de masse coronale. Toutefois, il ne pouvait pas déterminer son champ magnétique, et c'est une information cruciale. Si le champ magnétique de la CME est aligné avec celui de la Terre, il rebondit simplement, comme deux aimants qui se repoussent lorsque leurs pôles sont alignés. Mais vous connaissez sûrement l'expression « les opposés s'attirent ». Si les champs magnétiques de la CME de la Terre ne sont pas alignés, la CME pourrait littéralement déchirer notre bouclier protecteur, entraînant une catastrophe mondiale. Aujourd'hui, le satellite Advanced Composition Explorer, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, peut détecter le champ magnétique d'une CME. Mais, même avec cette technologie, cela ne nous donne qu'environ 30 minutes pour nous préparer. C'est tout ce que nous avons. Juste une demi-heure pour clouer tous les avions au sol, mettre les satellites en mode sécurité et couper les réseaux électriques. Puis, tout le monde plonge dans le noir. Et il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que le pire soit évité. Alors, sommes-nous prêts pour une nouvelle tempête solaire de l'ampleur de l'événement Carrington? Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement d'une question de probabilité, mais de savoir si nous sommes suffisamment préparés à y faire face. Les technologies actuelles nous offrent quelques minutes cruciales, mais elles ne suffiront peut-être pas à nous protéger entièrement. En moyenne, chaque année, il y a environ 4% de chances qu'une tempête solaire majeure se produise et 0,7% qu'un événement de l'ampleur de celui de Carrington survienne. Mais tous les 11 ans, le Soleil entre dans une phase d'activité intense, appelée maximum solaire, où les probabilités augmentent considérablement. Nous sommes actuellement dans le cycle solaire 25, commencé en 2019 et qui culminera en 2025. Durant cette période, le risque d'une tempête solaire importante grimpe à 28% par an, et celui d'une super tempête type Carrington monte à 4%. Chaque année, c'est à nouveau lancé de dés. Malheureusement, un risque de 4% n'est simplement pas assez alarmant pour que les gouvernements prennent les mesures nécessaires. Nous avons besoin de plus de ressources pour la recherche, davantage de satellites et une refonte totale de notre infrastructure énergétique. Mais ces efforts ne verront probablement pas le jour de sitôt. Nous devons compter sur nous-mêmes et sur nos communautés locales, tout comme nous le faisons pour faire face à des ouragans, à une tornade ou à un séisme. Assurez-vous que votre famille a un plan de préparation. Maintenez un stock de nourriture et d'eau, et des couvertures de survie, des réchauds de camping, des chauffages au propane pour les coupures de courant. Pensez également aux produits d'hygiène, aux trousses de premiers secours et n'oubliez pas une radio à manivelle. Gardez tout cela à la portée de main, en tout temps, juste au cas où. Vous pouvez également opter pour mettre vos équipements électroniques dans une Faraday cage pour les protéger. Vous pensez que cela ressemble à du prepping? Effectivement. Mais il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Car ce n'est qu'une question de temps avant que les lumières ne s'éteignent. Et, quand cela arrivera, il n'y aura pas de secours immédiat. À la fin, la seule personne qui sera là pour veiller sur vous et votre famille, ce sera vous. Ce n'est pas une question de vivre dans la peur, mais plutôt de réfléchir à notre dépendance vis-à-vis de la technologie et de nos infrastructures modernes.
il est peut-être temps de nous interroger sur notre capacité à réagir et à nous préparer pour faire face à l'imprévisible. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à faire face à une telle tempête? Avez-vous des idées ou des stratégies pour vous préparer à ce genre d'événement? Partagez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt!